Dans l'exercice numéro 2, il était, question de l'équilibre d'un triangle métallique, d'une masse de 1,500 kg, accroché, à 2 ressorts, le ressort numéro 1 et le ressort numéro 2, qui étaient inclinés d'un angle alpha, celui-ci par rapport à l'horizontale, et pour le ressort numéro 2, incliné d'un angle bêta par rapport à l'horizontale. On vous donnait les constantes de raideur K1 et K2 de ces 2 ressorts, les longueurs à vide L01 et L02 de ces 2 ressorts, qui étaient d'ailleurs identiques, et on vous indiquait la valeur des angles alpha et bêta. La question qui était posée était alors la suivante: déterminer les longueurs L1 et L2 que prennent chaque ressort quand la pièce triangulaire est immobile dans le référentiel terrestre. Donc on se rend bien compte qu'il va être question de force et que cette longueur L1 et L2 qui est demandée, est cachée dans la force de rappel de chacun des ressorts. Donc l'idée, c'est finalement de pouvoir trouver, la valeur de la force F1 et F2 qu'exerce chacun des ressorts sur le triangle métallique, pour pouvoir s'en sortir. Donc la démarche est là un peu la même que celle de l'exercice numéro, 1. Si ce n'est que, ici donc on va être obligé d'utiliser 2 axes. On va y revenir juste après. Donc le système, c'est le cadre métallique qui est en équilibre, le référentiel terrestre supposé galiléen et donc le système est soumis à quoi? Donc il est soumis à son propre poids, P, donc de norme P égale mg, que j'aurais pu encadrer d'ailleurs ici. Donc le vecteur poids, sa norme, une norme est toujours positive, donc P égale mg, sans les vecteurs, hein, d'ailleurs pour une norme. La force de rappel F1 et F2, donc on peut évidemment supposer que l'objet étant soumis à son propre poids, et bien que les ressorts vont être étirés, donc les forces de rappel sont orientées, donc évidemment selon l'axe des ressorts et pour essayer que les ressorts reprennent leur taille initiale qui était plus courte. Donc je peux considérer que la longueur L1 que prend le ressort dans cette situation et la longueur L2 que prend le ressort dans cette situation sont plus grandes que, la longueur à vide de ces ressorts. Donc L1 moins L01 est bien positif. Donc la norme de ce vecteur F1, telle qu'elle est écrite ici est bien correcte. Elle est positive K1 fois L1 moins L01 et F2 égale K2 fois L2 moins L02 est également positif. Alors, vu que les vecteurs ici n'ont pas tous des orientations identiques, j'ai un vecteur vertical et des vecteurs qui sont inclinés, bah, je peux prendre comme un des axes, l'axe vertical associé au poids et un autre, axe, généralement on prend des axes qui sont orthogonaux les uns par rapport aux autres, donc on va prendre un axe OX qui est celui-ci. Axe OX et Y à dessiner pour pouvoir justifier ce que vous écrivez par la suite. Alors dans ce système d'axes, qu'est-ce qu'on peut dire, des normes, de chacun, enfin pas des normes, des coordonnées de ces vecteurs? On va commencer par le vecteur poids qui est le plus simple. Pour dessiner, le poids, je constate que je suis obligé de faire quoi? Je suis finalement uniquement, obligé de me déplacer verticalement. Cela signifie que ce vecteur poids n'a pas de coordonnées selon l'axe OX, donc j'indique que PX est nul. L'abscisse du poids est nulle. Par contre, l'ordonnée du poids n'est pas nulle puisque pour dessiner le vecteur poids, je descends verticalement. Donc PY ne sera pas nulle, mais elle sera en plus négative puisque pour dessiner le poids, vu que je descends alors que mon axe Y est orienté vers le haut, eh bien c'est à cause de ça que je peux indiquer que PY est négatif. Donc PY c'est simplement moins P puisque je descends exactement de la norme du vecteur poids. Pas moins, donc c'est exactement la norme, donc c'est moins P. Concernant F1, alors F1 c'est un peu plus subtil puisque F1, il faut que je le décompose, pour savoir ses coordonnées en, heu, en 2 parties, une partie horizontale et une partie verticale. Partant donc de l'origine du vecteur F1 qui est celle-ci, eh bien je pars donc vers la gauche horizontalement, donc c'est-à-dire que je me déplace dans un sens opposé à l'axe OX. Cette quantité ici dont je me déplace, horizontalement partant de l'origine jusqu'à la pointe de la flèche ici de F1, hein, donc si je projette, je suis ici, donc cette partie-là correspond à F1x. F1x doit être négatif comme on a dit puisque je me déplace vers la gauche, donc de sens opposé à l'axe OX. Et si je prolonge ce F1x et que je remonte ici, vers la pointe du vecteur force F1, j'ai, F1y qui se profile. F1y, comme je monte et que je suis comme l'axe Y, verticalement orienté vers le haut, F1y sera de signe positif. Donc je sais que F1x est négatif, je sais que F1y est positif. Maintenant, je constate qu'en valeur absolue, F1x, c'est le côté adjacent de l'angle alpha et que si je divise par F1 qui est l'hypoténuse, eh bien, j'aurai F1x sur F1 en valeur absolue qui vaut cosinus alpha. Donc, vu que F1x doit être négatif, F1x, c'est moins F1 fois cosinus alpha. Concernant F1y, qui est cette partie-là ici verticale,
f1y doit être positif, mais f1y sur f1, f1y constitue le côté opposé de l'angle alpha. Donc f1y sur f1 est égal à sinus alpha, ce qui fait que f1y est simplement égal à f1 fois sinus alpha, et c'est positif dans cette écriture. Concernant f2, c'est légèrement plus simple, puisque pour dessiner le vecteur f2, partant de l'origine de ce vecteur force f2, qui est le point d'application, qui est le point de contact entre le ressort et le système, eh bien, partant d'ici pour dessiner le vecteur f2, si je décompose en une partie horizontale puis une partie verticale, je me déplace dans cette orientation-là. Donc la partie horizontale partant de l'origine est orientée dans le même sens que OX, donc je sais que f de x sera de signe positif, et f de y, c'est la partie verticale, f de y est également de signe positif. Donc, qu'est-ce que je constate ici? C'est que f de x, qui est le côté finalement opposé à l'angle bêta, sur f2, qui est l'hypoténuse, constitue finalement un sinus. Donc, si je reformule, ça fera f de x égale f2 fois sinus bêta. Concernant f de y, qui est cette partie-là ici, verticale, pour dessiner le vecteur f2, eh bien f de y sur f2, qui est l'hypoténuse, eh bien f de y qui constitue le côté adjacent à l'angle bêta, f de y sur f2 qui est l'hypoténuse, c'est un cosinus, donc f de y est égal à f2 cosinus bêta, avec que des signes positifs, puisque f de x est orienté comme OX, et la composante f de y, quand je dessine ça pour dessiner le vecteur f2, je monte comme l'axe y. Bon, bah après, j'ai plus qu'à appliquer la première loi de Newton, hein, le système étant immobile, la première loi de Newton s'applique, somme vectorielle des forces égale vecteur nul, et donc vecteur P plus vecteur F1 plus vecteur F2 égale vecteur nul, que je projette. Alors, vu que j'ai deux axes, bah, je vais être obligé de projeter sur les deux axes, hein. De toute manière, on avait dit que le but était de trouver L1 et L2. Pour trouver L1 et L2, il faut trouver F1 et F2. Donc, j'ai deux inconnus, il me faudra deux équations. Première équation, c'est la projection que je vais en faire sur l'axe X. Si je projette sur l'axe X, une somme de vecteurs est nulle, signifie que l'abscisse de l'un plus l'abscisse de l'autre plus l'abscisse du troisième est égale à 0, sans vecteur. Et quelle était l'abscisse du poids? C'était 0. Quelle était l'abscisse de F1? C'était moins F1 cos alpha, ce que j'ai marqué ici. Et quelle était l'abscisse de F2? C'était F2 fois sinus bêta. Alors on voit que je ne peux pas m'en sortir tout seul, puisque là j'ai F1 qui est inconnu et F2 qui est inconnu. Donc il me faut une autre équation comme je l'avais prévu. Projection maintenant de la première loi de Newton sur l'axe Y. Si la somme des trois vecteurs est nulle, c'est que l'ordonnée du premier vecteur plus l'ordonnée du deuxième vecteur plus l'ordonnée du troisième vecteur est égale à 0. Sans vecteurs, c'est vraiment des valeurs numériques qu'il y a ici. Quelle était l'ordonnée du poids? C'était moins P, ce que je mentionne ici. Quelle était l'ordonnée de F1, pardon? C'était F1 fois sinus alpha. Et quelle était l'ordonnée de F de Y? C'était F2 cosinus bêta. Là encore, on voit que je ne peux pas m'en sortir tout seul, puisque j'ai deux inconnus qui sont F1 et F2. Mais vu que j'ai deux équations, deux inconnus, le poids est connu évidemment, hein, mg, eh bien je peux m'en sortir. Donc par exemple, j'ai isolé de la première relation, j'ai isolé F1 que j'ai injecté dans la deuxième. Donc si on isole F1 de la première équation, prenez votre temps, ça va vous donner du F2 sinus bêta sur cos alpha. Et si j'injecte donc ce F1, cette expression de F1 ici, dans la numéro 2, l'équation numéro 2, ça fera moins P plus F2 sinus bêta sur cos alpha, le tout fois sinus alpha, plus f2 cos bêta, plus f2 cos bêta égale 0. Et je vois que je n'ai plus qu'une seule inconnue qui est f2. Alors j'ai factorisé ce f2. F2, donc il y a du tangent alpha, effectivement, sinus alpha sur cos alpha, sinus alpha sur cos alpha, c'est un tangente alpha, avec un sinus bêta qui reste présent, évidemment, tangente alpha, sinus bêta, plus un cos bêta qui factorise aussi le f2, est égal au poids. Le poids P, c'est mg, et on divise par tangente alpha sinus bêta plus cos bêta. Et vous remplacez en faisant attention peut-être aux unités, non, même pas, puisque la masse est déjà en kilogrammes. Les angles sont en degrés, attention à ce que votre calculatrice soit bien en degrés quand vous faites l'application numérique. Vous obtenez un F2 qui vaut 13,2 newtons. Je n'ai pas respecté tout à fait les chiffres significatifs, puisqu'il y avait des angles avec seulement deux chiffres significatifs. J'aurais dû mettre 13 newtons, mais c'était histoire qu'il n'y ait pas d'arrondi, vu qu'en fait, c'est pas vraiment F2 et F1 qu'on cherche, c'est L1 et L2. Donc j'ai privilégié aucune, enfin, c'est le résultat final qui comptera pour les chiffres significatifs. Ensuite, il faut trouver F1. Bon, bah, évidemment, F1, on avait une expression toute faite ici, hein, F2 fois sinus bêta sur cos alpha. Donc, on n'a plus qu'à faire l'application numérique, vu que maintenant on connaît la valeur de F2. Et ça vous donne un F1 qui vaut 3,9 newtons. Et donc, le but ultime étant de trouver L1 et L2. Je vous rappelle que L1 et L2 étaient cachés dans les expressions de F1 et F2. Si vous reformulez cette expression-là et cette expression-là, vous aurez L1 est égal à F1 sur K1 plus L01 et L2 égale F2 sur K2 plus L02. Faites attention à ce que les L01 et L02 soient en mètres.
et puis que K1 et K2 soient en newtons par mètre, mais c'est déjà le cas. Donc on obtient un L1 qui vaut 0,54 m et L2 qui vaut 0,81 m, c'est-à-dire 54 cm et 81 cm.